Rebonjour, voilà donc, pour, continuer, ce 4e dossier sur, la conciliation des intérêts contradictoires entre les parties prenantes dans l'entreprise, hein. Donc dans l'entreprise, on a différentes parties prenantes qui ont des intérêts contradictoires et là, on est en train de voir s'il y a conflit entre elles. Donc dans la partie A, on avait vu le conflit entre dirigeants et donc propriétaires, entre propriétaires et dirigeants. Et on avait terminé avec le cas de la SCOP, hein, où c'était un cas un peu particulier vu que propriétaires, dirigeants et salariés étaient à peu près, enfin voilà, c'était les mêmes personnes, donc c'était un cas qui nous permettait de faire la transition. Et donc là, on va voir aujourd'hui le cas, de conflit le plus, connu, on va dire dans ce qui concerne l'entreprise, et bien c'est, le conflit entre travailleurs, entre salariés et en face d'eux, les dirigeants et actionnaires, les dirigeants et propriétaires, qui, comme on l'a vu dans la partie précédente, pouvaient avoir des intérêts qui s'étaient alignés dès lors que les propriétaires ont, modifié, ont mis en œuvre, une rémunération incitative pour les dirigeants, ou alors dès lors que, comme ça peut encore être le cas, le propriétaire est lui-même le dirigeant, hein. Ça peut encore arriver, ça existe toujours dans beaucoup d'entreprises. Alors, on y va donc pour analyser ce conflit cette fois, dans l'entreprise, entre les, salariés et les dirigeants, hein. Donc l'entreprise est aussi un lieu de conflit potentiel entre dirigeants et salariés, notamment autour de ce qu'on appelle le partage de la valeur ajoutée. Donc on va réexpliquer ces notions-là, créées dans l'entreprise. Donc ces conflits du travail, on verra qu'ils sont ce qu'on appelle institutionnalisés, donc on verra ce que ça veut dire institutionnaliser. L'idée étant, institutionnaliser, ça veut dire qu'on a créé des règles pour gérer ce conflit, pour pas que ça devienne n'importe quoi, comme, dans les années 30, ou à la fin du 19e siècle aux États-Unis, où vous avez, pour le cas des années 30 par exemple, il y a plusieurs milliers de syndicalistes américains qui, ont été tués par balle. Vous comprenez bien que quand, les conflits du travail, en arrivent à ce niveau-là, il y a un petit problème. Alors, donc, on y va. 1er document, le partage de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Parce qu'on va voir que les conflits, dans l'entreprise, peuvent porter, soit sur des questions, d'argent, hein, ça va être le cas avec la répartition de la valeur ajoutée. Ça peut aussi porter sur un tas d'autres choses, hein. Ça peut être des conditions de travail, ça peut être sur, l'investissement dans l'entreprise, hein. Est-ce que, on développe l'entreprise ou pas, et cetera, et cetera. Ça peut être pas mal de choses. Il peut y avoir pas mal de sources de conflits, mais une des sources majeures, ça va être le temps de travail aussi. Une des sources majeures, cela dit, c'est, la répartition de la valeur ajoutée. C'est-à-dire la richesse créée par l'entreprise, comment elle se répartit, à qui elle va? Est-ce qu'elle va plutôt aux travailleurs? Est-ce qu'elle va plutôt aux propriétaires? Est-ce qu'elle va plutôt aux dirigeants? Est-ce qu'elle va plutôt à, à des investissements, et cetera? Donc, voilà, on va voir ça. Alors, dans la vision classique de l'entreprise, donc document 1. Dans la vision classique de l'entreprise, le partage est simple. Le salarié touche un salaire fixe et il risque de perdre son emploi si ça tourne vraiment mal, hein. Donc il y a quand même un risque pour le salarié. L'actionnaire touche lui un dividende variable et donc assorti d'une prime de risque. Peut-être remettre quelques petites. Voilà, on a vu, donc là il y a l'actionnaire et on a le salarié. Hop, je l'ai perdu, il est là. Ok, continue. Nombre d'entreprises s'efforcent désormais de préserver les dividendes, quitte à comprimer les effectifs. Donc on voit que l'actionnaire, lui, peut chercher à obtenir du dividende, mais là on est en train de nous dire que il peut y avoir donc ce lien entre actionnaire et dividende, ça peut se faire au détriment des salariés, parce qu'on peut licencier, comprimer les effectifs, ça veut dire qu'on va licencier des salariés, il y aura moins de salariés, ou alors on va les payer moins cher. Pourquoi? Pour qu'il y ait plus d'argent pour les actionnaires pour payer des dividendes. Vous voyez que là, il y a un conflit, entre les 2 qui peut a apparaître. Les salariés portent désormais une part du risque sans percevoir la prime correspondante. Face à cette nouvelle répartition des risques, il faudrait une nouvelle répartition des richesses. Voilà, donc là, c'est assez croustillant parce que l'auteur de cet article s'appelle Jean-Marc Vittori. Comme vous pouvez le voir, donc Jean-Marc Vittori ici, hop là. Jean-Marc Vittori écrit dans Les Échos, qui est un journal, donc plutôt, classé à droite. Jean-Marc Vittori est plutôt classé aussi parmi les assez, libéraux, on va dire, et là, il est en train de dire, que ça va pas parce que les propriétaires, peut-être, et les salariés, bah, la répartition se fait pas correctement entre eux, voilà. Heu, donc et notamment il explique que
au début, c'est les actionnaires qui sont censés prendre un risque financier, mais que aujourd'hui, les actionnaires font porter le risque financier aux salariés et donc, comme c'est les salariés finalement qui portent le risque, bah, c'est eux qui devraient toucher la prime de risque, qui était, heu censée, rémunérer le dividende, hein. Le dividende est censé rémunérer en partie le risque que prend l'actionnaire de perdre son argent. Bah, là, comme, l'actionnaire prend pas de risque de perdre son argent et qui fait porter le risque aux salariés, eh bien, il dit, ça doit être le salarié qui touche cette somme, liée à la prise de risque et donc il va à une nouvelle répartition des richesses. Alors on continue. Ce nouveau partage était aussi le but d'une ordonnance adoptée il y a un demi-siècle sur l'insistance de Charles de Gaulle contre l'avis du patronat. Voilà, donc Charles de Gaulle, président français, il n'a pas été président finalement très très longtemps, hein, de 58 à 69, donc ça fait 11 ans, c'est à la fois long et pas long. Mais bon, c'est une période qui est, alors il y a beaucoup de fantasmes autour de cette période-là. Notamment ici, on va voir la présentation qui est faite est un petit peu arrangée, mais bon, c'est pas inintéressant. Alors que dit Charles de Gaulle? Il dit: «Il faut enfin que, dans les entreprises, la participation directe du personnel aux résultats, au capital et aux responsabilités devienne une des données de base de l'économie française». Donc que dit Charles de Gaulle? Il dit qu'en fait, il faut associer, hein, les travailleurs à à la direction, quelque part de l'entreprise, à la propriété de l'entreprise, à la propriété du capital, qu'ils bénéficient directement des résultats de l'entreprise. C'est-à-dire que les salariés soient rémunérés en fonction du profit réalisé par l'entreprise et enfin aux responsabilités, hein. Ça veut dire qu'il faut que les salariés puissent, co-diriger, l'entreprise. Voilà. Alors, on continue. Donc affirma le président de l'époque pour justifier la création de l'intéressement et de la participation des salariés aux résultats. Alors, ce qui est assez particulier, qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'idée, c'est qu'il y a une partie de la rémunération des salariés qui ne va plus être du salaire, classique. C'est un salaire, la participation, c'est une rémunération qui va dépendre des profits faits par l'entreprise. C'est-à-dire que plus l'entreprise va faire de bénéfices, en l'occurrence, pas de profit, mais de bénéfices, et bien, ces bénéfices vont être répartis. Il y a une partie des bénéfices qui vont retourner dans l'entreprise pour investir, une partie des bénéfices qui vont être distribués en dividendes aux propriétaires. Et donc, ce qu'ajoute De Gaulle à ce moment-là, c'est qu'une partie de ces bénéfices doit aller aux salariés. Alors, en fait, c'est un peu vicieux, hein, cette histoire, parce que l'idée, c'était on va les inciter à faire des bénéfices à leur entreprise, c'est-à-dire on va les mettre, ils vont finalement répondre à l'intérêt des propriétaires, hein, en faisant ça et on va leur en redonner un petit bout, derrière et vous voyez que c'est en fait assez intéressant parce qu'au lieu de réclamer finalement du salaire directement, on va faire en sorte qu'ils acceptent peut-être d'avoir des salaires comprimés pour, que l'entreprise dégage du bénéfice et on leur reversera une partie de ce truc-là sous forme de participation. Voilà, donc pas complètement inintéressant, mais il faut comprendre qu'il y a un aspect quand même pas si simple que ça, hein, derrière. Alors vous voyez que dans sa déclaration, le général de Gaulle parle aussi du fait que les salariés devraient être propriétaires de l'entreprise, hein, ils devraient avoir du capital et ils devraient aussi avoir les responsabilités. Or, dans le cadre de la participation, vous obtenez une partie de l'argent que vous avez produit en tant que travailleur, mais par contre, vous n'obtenez ni capital ni responsabilité. D'accord? Donc faut faire attention quand même. Vous voyez que si on regarde un peu dans le détail, on est encore loin de ce qui était, dit en parole. Voilà, bien entendu, à l'époque, c'est une forte époque de lutte sociale, vous savez, hein, c'est une époque où les syndicats sont, très puissants, la CGT fait plusieurs millions d'adhérents. Vous avez, par exemple, le Parti communiste qui a 1 million d'adhérents à l'époque, en France, ou pas loin, je ne sais plus combien c'est, enfin ça mobilise pas du tout les mêmes quantités de personnes et vous avez, l'Union soviétique, qui existe. Il y a plusieurs révolutions qui viennent de réussir, que ce soit à Cuba, en Chine, que ce soit, il y a la guerre du Vietnam peut-être qui est en cours et cetera. Enfin bon, vous voyez que, hem, c'est un moment où on va dire le salariat est plutôt dans l'offensive et le patronat et ses représentants au niveau de l'État sont plutôt, sur le recul, mais pas, mais ça les empêche pas d'être très offensifs, hein, loin de là. Et voilà, donc c'est dans ce contexte-là que se passe cette décision-là et vous voyez qu'en fait, toujours pareil, hein, les paroles parlent de plusieurs choses. Or, dans les résultats, il y a
qu'un seul des aspects et c'est l'aspect qui ne touche surtout pas, la propriété et qui ne touche surtout pas les décisions. Donc, donc finalement, c'est le côté, je vais pas dire le moins important, mais à long terme, on les travailleurs n'ont pas les outils, de décision, hein. Continuons. L'essor de l'actionnariat salarié a permis d'aller plus loin. Donc là, l'actionnariat, ils deviennent un petit peu propriétaires. L'essor de l'actionnariat salarié a permis d'aller plus loin. Aujourd'hui, plus de 3 millions de Français détiennent ainsi des actions de leurs entreprises. Alors là, on va se dire: «Ah chouette, ça y est, on avance vers ce qu'a dit, Charles de Gaulle». Sauf qu'on se rappelle, la fameuse tyrannie de la la majorité, certes, les salariés sont actionnaires. Donc certes, ils ont maintenant intérêt à ce que les actions progressent, en partie. Donc ils ont en partie intérêt à s'auto-exploiter quelque part. Mais en fait, vous voyez bien que tyrannie de la majorité oblige. Est-ce que les salariés actionnaires sont majoritaires? Eh bien, vous voyez que par exemple dans une entreprise comme Carrefour, où il y a 100 000 salariés et où donc les salariés, sont, coactionnaires de l'entreprise, 100 000 salariés détiennent pourtant moins de 1 ou 1 quelque chose comme 1 seulement du capital de Carrefour. Et donc en fait, les salariés, certes sont actionnaires, mais n'ont aucun poids sur les décisions. Par contre, dans leur, quotidien, ils peuvent se dire: «Ah bah, moi je suis actionnaire» et pas faire bien les calculs et se dire: «Ah bah, du coup, j'ai intérêt à ce que l'action monte, j'ai intérêt à ce que, ceci, cela» et donc quelque part, il peut y avoir un intérêt contradictoire où d'un côté, ils peuvent avoir intérêt à ce que leur salaire n'augmente pas pour augmenter la valeur de l'action, et pour, que voilà. Alors c'est bien sûr, ça veut dire qu'ils y gagnent rien, hein, que concrètement, mais vous voyez que ça crée quand même, des, distorsions dans les repères des salariés quant à ce qui est bon, pour leur intérêt ou autre. Alors l'essor de l'actionnariat salarié a permis d'aller plus loin. Aujourd'hui, plus de 3 millions de Français détiennent des actions de leur entreprise. D'autres estiment qu'il faut aller plus loin. Partager d'abord et surtout le pouvoir, hein. Vous voyez la citation de Gaulle, hein, il parlait de partager la responsabilité, hein. Partager d'abord et surtout le pouvoir. Alors lui, Jean-Marc Vittori ne parle que de partager, hein, il ne parle pas de donner le pouvoir à d'autres catégories sociales. Euh, Il parle de partager le pouvoir. Pourquoi il se permet de dire ça en tant que libéral, assumé, Jean-Marc Vittori? Eh bien, tout simplement parce qu'il sait très bien que toujours tyrannie de la majorité, oblige. Vous savez très bien que même si vous faites participer, des, syndicats, à un conseil d'administration, eh bien, ils resteront, complètement, minoritaires et donc ils pourront dire ce qu'ils veulent, on ça ne changera rien, aux décisions et au fonctionnement, du pouvoir et c'est un petit peu l'idée qui est derrière tout ça. Par contre, ça peut permettre de limiter les conflits sociaux si vous faites ça. Pourquoi? Parce que, vous pourrez, dire: «Bah, vous voyez, vous avez vous-même, vous participez vous-même à ces organes-là, donc voilà, vous avez qu'à protester à ces organes-là» et cetera. Donc c'est quand même, pas un outil neutre, en termes de conflit du travail. Alors voilà, donc il appelle ça, on termine, c'est la codétermination, symbolisée par l'entrée au conseil d'administration de représentants des salariés prenant part au vote. Voilà, donc OK, voilà et donc je vous ai à la fois fait la présentation et le commentaire, voilà. Alors qu'est-ce que le partage de la valeur ajoutée? Eh bien, le partage de la valeur ajoutée, ça désigne le fait qu'on va répartir la valeur créée par l'activité productive de l'entreprise entre les travailleurs d'un côté et les apporteurs de capitaux de l'autre. Alors en fait, on va voir, on verra dans le chapitre qui va suivre, on reviendra en détail sur la répartition de la valeur ajoutée, que cette valeur ajoutée donc se répartit entre d'autres acteurs. Donc on verra des schémas. Je vais vous en montrer un tout de suite d'ailleurs. Voilà, donc je vous affiche un schéma pour, vous parler, alors on va voir 2 schémas très brièvement, pour parler de ce partage de la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, c'est la richesse qu'on a créée dans l'entreprise, on va le revoir juste après et en fait, ça se répartit essentiellement en 2, de 2 côtés. D'un côté, il y a une partie qui va au salaire, donc ici, c'est-à-dire ça va rémunérer du travail et ça va rémunérer 2 types de travail. Soit du travail qui est direct, soit c'est sous forme de salaire direct, donc les salaires on parle de salaire net qui va directement à des travailleurs dans l'entreprise. Donc par exemple, les salariés de l'entreprise, mais ça peut être aussi, on l'a vu, les cadres dirigeants de l'entreprise, les dirigeants de l'entreprise qui touchent du salaire. Et on verra tout à l'heure dans les statistiques, il faut faire très attention parce que, dans la part, de la valeur ajoutée qui va au salaire,
On faudrait regarder aussi comment est répartis ces salaires et on verra que la part qui va au cadre dirigeant a considérablement augmenté. Alors dans un temps où la part qui va au salaire a baissé ou stagné, si vous voulez, et ben il se trouve que la part de ce qui a baissé ou stagné, qui va au cadre dirigeant, elle a augmenté à l'intérieur et donc celle qui va au salaire, des salariés, elle a donc forcément, baissé, soit baissé plus fortement, soit, baissé tout court. D'accord? Vu que ce côté-là a augmenté. Donc il faut faire attention quand on vous présente ces stats en trompe-l'œil, ce qui est masqué, c'est qu'il y a une grosse partie, qui part, aux dirigeants. Alors voilà, donc ça c'est donc le salaire net, c'est des personnes, on va dire, qui sont payées, qui travaillent dans l'entreprise et qui sont payées par l'entreprise. Mais les salaires, ça inclut aussi ce qu'on appelle du salaire socialisé, par le biais notamment des cotisations sociales. Et les cotisations sociales, ça paye bien du salaire, mais ça paye du salaire à des personnes qui sont en dehors de l'entreprise. Donc notamment tous ceux qui font fonctionner la sécurité sociale. Donc au sens très large, hein, c'est-à-dire que ça va rémunérer, des infirmières, des, médecins, du personnel aussi qui gère, l'administration, voilà. Ça va payer des retraités, ça va payer, des personnes en arrêt maladie et cetera et cetera. Ça va payer, les personnes au chômage, ça va payer, Pôle emploi aussi est payé par, ce biais-là et cetera et cetera. OK? Voilà, donc ça paye tout un tas de personnes qui sont, heu, voilà, qui participent à la, sécurité sociale. Donc c'est du salaire socialisé, c'est une partie du salaire socialisé. Voilà, donc en gros, hein, vous comprenez bien que dans les salaires, une entreprise, donc participe, hein, en fait, dans sa valeur ajoutée, elle a reçu de l'argent qui n'a pas été produit par elle. Elle le reverse dans les salaires sous forme, de cotisations sociales. Elle rend cet argent aux gens qui ont produit vraiment ce service, qui sont là, hein. C'est pas l'entreprise elle-même, hein, qui a produit, contrairement il y a un circuit comptable, un peu particulier. On pourrait croire que c'est l'entreprise qui a produit ça et que c'est l'entreprise qui donc finance tout ça et en fait, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que l'entreprise bénéficie elle-même gratuitement du fait que la sécurité sociale existe, hein. C'est pas elle qui a à gérer, son propre service de médecin, son propre service de retraite, son propre, service de gestion des chômeurs et cetera. Voilà, il y a tout un tas de trucs qui sont gérés, en dehors et donc elle c'est bien produit par d'autres, et l'entreprise en bénéficie aussi, hein. Si une entreprise en France fait de la valeur ajoutée, c'est bien parce que, par exemple, bah, je sais pas, je vais dire un exemple, mais le fait que les chômeurs, bah, aient toujours un peu d'argent, fait qu'ils peuvent acheter les marchandises et cetera et cetera. Donc c'est faut bien comprendre que tout le monde, les entreprises, bénéficient bien de ça, c'est pas elles qui produisent ça, directement. C'est un peu plus compliqué, je vais pas trop détailler. Voilà, donc la valeur ajoutée, une partie va donc à des travailleurs dans l'entreprise ou hors de l'entreprise. Une autre partie de la valeur ajoutée va plutôt à des propriétaires. Donc ça va rémunérer les profits vont plutôt rémunérer des propriétaires. Donc, normalement. Donc, les profits, alors il se trouve, ça va par exemple, rémunérer des gens qui ont apporté de l'argent, qui sont propriétaires d'argent, qui ont prêté de l'argent. Ça va rémunérer des personnes ça va rémunérer, l'entreprise elle-même qui est propriétaire d'elle-même en quelque sorte, hein. C'est cette partie-là, ça va à l'entreprise qui s'auto-rémunère en quelque sorte, en tant que personne morale et une autre partie va, à l'État, heu, sous forme d'impôt et j'ai oublié bien sûr, une partie du profit va, heu, aux propriétaires du capital, qui, donc sont les propriétaires de l'entreprise, eux-mêmes, d'accord? Donc le profit globalement, ça rémunère plutôt des propriétaires, sauf il y a un truc un peu spécial, c'est l'État. L'État qui, on le verra, mais qui participe bien à la production de la valeur ajoutée, je sais pas, par exemple avec les routes, voilà, si vous aviez pas de route, les entreprises ne feraient pas de valeur ajoutée et cetera et cetera. S'il y avait pas d'école, vous auriez pas des salariés formés et cetera et cetera. Donc on voit que, pareil, une partie de la valeur ajoutée passe, créée par l'État, passe par les entreprises qui en bénéficient, mais donc les entreprises reversent, ça, à l'État. OK? Donc je reprends ce schéma de manière un petit peu différente. Alors voilà, donc au début, on a le chiffre d'affaires, c'est, ce que vend en gros une entreprise, ou la valeur de la production d'une entreprise, donc c'est le chiffre d'affaires. Comment se répartit? Donc voilà, j'ai par exemple produit, 1000 voitures vendues 10 000 €, hein, ou 100 voitures vendues, heu, dix mille euros, ça fait 1 000 000 € de chiffre d'affaires, c'est facile. Mais dans ce chiffre d'affaires, il y a une partie, c'est ce qu'on appelle des consommations intermédiaires. C'est-à-dire, c'est des choses que j'ai dû acheter à des fournisseurs, hein, du métal, des pneus par exemple, j'ai acheté à des fournisseurs pour faire mes voitures. Donc ça, c'est pas moi qui les ai produits, c'est d'autres qui les ont produits. Donc c'est pas de la richesse que j'ai créée moi, ça, c'est les autres. Donc ça, je vais le retirer de mon chiffre d'affaires.
Ce qui va rester une fois que j'ai retiré tout ce que j'ai acheté à des fournisseurs, ce qui va rester, la différence entre le prix de vente en gros et de tout ce que j'ai vendu, le chiffre d'affaires et les consommations intermédiaires, donc les choses que j'ai achetées à d'autres, et ben c'est la valeur qui a été créée dans mon entreprise, exception faite, comme je vous l'ai déjà dit, des choses qui, sont type, heu, qui passent artificiellement de manière comptable, hein, par la valeur ajoutée comme, les services des médecins, les services de l'État, et cetera. Donc la valeur ajoutée, c'est censé être ce que a produit mon entreprise. Alors ça se répartit comment? On a déjà dit une partie, 2 tiers environ, qui vont au salaire, mais les salaires, ça inclut les salaires socialisés, d'accord? C'est le salaire direct des gens qui sont dans l'entreprise, mais ça inclut aussi du salaire socialisé. Ça, c'est à peu près les 2 tiers de la valeur ajoutée, en France, mais c'est variable d'une entreprise à l'autre, hein, c'est en moyenne 2 tiers. Il y a une petite partie de la valeur ajoutée qui sert à rémunérer, c'est les impôts sur la production, net de subventions. Donc faut pas oublier la fin. Ça représente à moins de 5. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 3, hein, moins de 5. Pourquoi? C'est quoi cette histoire? Ça veut dire que les entreprises ont payé des impôts, sur la production, certains impôts, voilà, mais les entreprises reçoivent aussi de l'argent. Voilà, elles reçoivent de l'argent, reçoivent des subventions sous, diverses formes et c'est des montants assez importants et donc en fait, quand on compare ces impôts payés et les subventions reçues, on se rend compte que la différence, elle est toute petite, elle est de l'ordre de 3 à 5. Voilà et donc bien sûr si, les entreprises ne vous parlent que des impôts qu'elles payent, mais oublient de regarder qu'elles perçoivent plein de subventions, bah, ça peut fausser un peu, ça peut vous donner, des messages où vous avez l'impression que les entreprises sont surchargées d'impôts et alors qu'en fait, techniquement non, il y en a l'équilibre est plutôt, correct. Alors cela dit, vous pouvez parfois payer des impôts et ne pas avoir de subventions et à l'inverse, vous pouvez recevoir des subventions et payer très peu d'impôts, hein, ça donc il peut y avoir de ce point de vue-là des déséquilibres. Mais ils ont souvent une justification, même si, ça peut être, bien sûr critiqué, hein, mais c'est pas, voilà. En tout cas au global, souvent on le néglige même, vu que parfois c'est à 0, parfois c'est à 3, au pire c'est à 5 de la valeur ajoutée. OK. Donc c'est, 1/20, c'est, en gros on peut dire qu'on peut le négliger, le mettre de côté. Ce qui reste donc, une fois qu'on a payé les consommations intermédiaires, les, salaires et cotisations sociales, les impôts et puis qu'on a reçu nos subventions, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle le profit, qui porte un nom en comptabilité un peu plus compliqué, l'excédent brut d'exploitation. Comme ça vous êtes au courant, c'est brutal et vous êtes exploité. Voilà, bon c'est pas du tout, c'est pas du tout ce que ça veut dire, mais ça vous permettra de vous en rappeler. Donc, le BE, d'accord? Heu, voilà, plein de petits moyens mnémotechniques après pour retenir l'ensemble du tableau, mais on en reparlera un peu plus tard dans l'année. Alors, bah, l'excédent brut d'exploitation, c'est donc ce qui va rémunérer, cette fois, non pas du travail, ça va pas rémunérer du travail, hein, voilà, là, WL, ça veut dire rémunération du travail. Hop là, j'arrive pas à l'encadrer, c'est pas grave. Ici, ça rémunère, l'État, mais l'État, pareil, l'État, ne garde pas de l'argent pour lui. L'État, il va soit payer des salariés, hein, donc c'est soit du travail qui va être payé là, soit, il va, être rémunéré en tant que propriétaire lui-même, et donc, à ce moment-là, ça rémunère une forme de capital d'État. Donc je passe l'État, mais voilà et donc là, ici, en gros, le profit, ça rémunère de la propriété, mais cette fois de la propriété, de capital. Alors, comment ça se répartit cet excédent brut d'exploitation? Ben il y a une partie qui va aux prêteurs, c'est-à-dire aux gens qui ont prêté de l'argent, c'est-à-dire que c'est leur capital argent qui est rémunéré. Ça rémunère donc du capital argent. Donc c'est l'intérêt. Donc vous avez 2, soit c'est des intérêts qu'on verse à des banques, soit c'est des intérêts qu'on verse à des gens qui ont acheté des obligations, qui font que c'est une sorte de prêt. Heu, une obligation, c'est une sorte de prêt, sauf que c'est un prêt privé, hein, entre personnes privées. C'est pas une banque qui le fait. Enfin, ça peut être techniquement, ça peut être une banque, mais enfin, c'est pas un prêt bancaire, quoi, voilà. OK, donc là, on verse des intérêts à des gens qui ont prêté de l'argent. Donc c'est une partie du profit sert à payer des propriétaires d'argent. Une partie du profit sert à payer l'amortissement. Alors l'amortissement, c'est aussi en fait une rémunération du capital, mais la particularité, c'est que le propriétaire ici, c'est l'entreprise elle-même comme personne morale. Donc là, ça permet de donner de l'argent à l'entreprise pour qu'elle renouvelle son outil de travail à l'identique. Donc pour entretenir des bâtiments, pour renouveler les machines, renouveler les logiciels, etc. C'est de l'argent. On sait qu'un logiciel, par exemple, qui coûte 1000 euros, eh ben, il va être, on va dire que le logiciel, il va nous servir pendant 10 ans.
Donc en fait, c'est comme si chaque année, ce logiciel, il perdait 100 € de sa valeur. Et donc l'amortissement, c'est ça, c'est qu'on prévoit chaque année, on met 100 € de côté, pour renouveler le logiciel, plus tard, pour avoir 1 000 € pour renouveler le logiciel, plus tard. Voilà. OK, c'est ça l'amortissement. Et donc en fait, c'est de l'argent, c'est bien, mais c'est une sorte de rémunération du capital qui revient à l'entreprise elle-même pour qu'elle maintienne son outil de production à l'identique. Enfin, donc une fois qu'on a payé les intérêts et l'amortissement, il nous reste le bébé. On a un beau bébé, c'est le bénéfice brut. D'accord? Le BE, hein, vous avez le CA, on enlève le CI, il nous reste la VA. La VA, on paye les salaires, les impôts sur la production, on reçoit nos subventions, il nous reste un EBE. Cet EBE, il fait un bébé, et le bébé, il aime bien le BN, vous allez voir. Voilà. Donc le bébé, c'est le bénéfice brut. C'est ce qui nous reste une fois qu'on a payé les, prêteurs et l'amortissement. Voilà, donc ça, c'est ce qui va rester pour se répartir, entre les derniers acteurs. Alors le bénéfice brut, eh bien, là-dessus, on va payer un truc qui s'appelle l'impôt sur les bénéfices. Alors techniquement, c'est censé être 30 en France, mais en fait, il y a plein d'exemptions, donc la réalité, c'est que les gens payent plutôt, de l'ordre de 20 voire moins, et en général, plus vous êtes une grosse entreprise, moins vous en payez. Donc les très grandes entreprises sont plutôt à 15 voire très proches de 0 pour certaines. Par contre, les petites entreprises sont un peu plus, vers les 25 d'impôt sur les bénéfices, techniquement, une fois qu'ils ont, défalqué tout ce qu'ils peuvent retirer. Donc les impôts sur les bénéfices, c'est fait. Ce qui va rester une fois que vous avez payé vos impôts, c'est le bénéfice net, d'accord? Souvent brut, c'est quand il reste quelque chose à retirer, et net, c'est quand on a tout retiré. Donc le bénéfice net, c'est une fois qu'on a retiré les impôts. Et donc ce bénéfice net, il va se répartir une dernière fois. Alors mon schéma est incomplet, il faudrait que je le complète là. Une partie des bénéfices nets va aller donc en dividendes, c'est-à-dire que ça va rémunérer des propriétaires capitalistes, les propriétaires du capital de l'entreprise. Une autre partie du bénéfice net va en fait retourner sous forme de salaire, c'est ce qui n'apparaît pas ici. C'est, sous forme de participation. Alors c'est pas vraiment du salaire non plus, mais bon voilà. Donc la participation, c'est-à-dire que ça rémunère des personnes qui ne sont pas propriétaires, mais qui ont bien apporté du travail, d'accord? Donc ça rémunère, du travail ici. Donc c'est, OK, une partie du bénéfice part en participation, et le reste du bénéfice, c'est ce qui retourne, en réserve pour investir dans l'entreprise. Donc c'est aussi une rémunération du capital, mais je le redis, c'est une rémunération du capital un peu spéciale parce que c'est, le propriétaire de ce capital, et c'est l'entreprise elle-même. D'accord? Donc voilà. Hem, si vous voulez, ça, le dividende, ça sort de l'entreprise, et c'est pour ça qu'il y a des couleurs comme ça, hein. Les intérêts versés aux prêteurs, ça sort de l'entreprise aussi. Les impôts aussi sortent de l'entreprise, mais vont vers l'État. Ça, les salaires sortent de l'entreprise, mais vont vers des travailleurs. Et par contre, les 2 qui sont là, alors, du coup, il y a une erreur sur cette couleur-là, mais c'est pas très grave. L'amortissement et les bénéfices mis en réserve pour investir, eux, ça revient dans l'entreprise. Cette partie-là, elle permet juste que l'outil de production reste identique. Cette partie-là fait augmenter la taille de l'outil de production, sans qu'on ait au besoin de financement extérieur. D'accord? Voilà, je vous ai fait un petit peu ce détail. Et donc pourquoi est-ce que je vous fais ça? Et bien parce que vous comprenez que, à valeur ajoutée donnée, si on augmente la part qui va au salaire, on diminue la part des autres. Et inversement, si vous voulez augmenter les dividendes, il va falloir mettre moins d'argent en réserve pour l'entreprise, payer moins d'impôts sur les bénéfices peut-être. Bon, l'amortissement, c'est quelque chose de plutôt fixe, mais on peut le truquer comptablement, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est du voilà. Il faut éventuellement verser moins, d'intérêts bancaires, payer moins d'impôts et recevoir plus de subventions, et payer moins de salaires, et cetera. Et donc pour se faire très vite, très souvent, la plupart de ça par exemple, les entreprises ne peuvent rien y faire. Ça aussi, c'est souvent fixé sur le long terme. Ça, pareil, ils ne peuvent rien y faire. Les impôts sur les bénéfices non plus, c'est quelque chose de donné. Et donc, en fait, le propriétaire, les propriétaires, eux, s'ils veulent augmenter leurs dividendes, vont pouvoir jouer sur deux choses. Et bien, sur les bénéfices mis en réserve pour investir, donc sur l'investissement quelque part de l'entreprise à long terme, et sur les salaires. D'accord? Et on se rappelle que dans les salaires, c'est le salaire d'un côté des travailleurs classiques et le salaire des dirigeants, si on refaisait le détail. Donc vous voyez qu'il y a conflit clairement entre propriétaires ici
et salariés, sur la répartition, de la valeur ajoutée et chez les salariés aussi, entre les dirigeants et les salariés d'exécution, on va dire. Et il y a également, pour le long terme, conflit avec l'investissement, pour, développer l'entreprise. OK, voilà, j'espère, que, ce long, passage vous sera utile et vous permet de comprendre ce que l'on a vu là, avec ce conflit sur le partage de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Alors, on renote les dernières réponses. Donc, qu'est-ce que le partage de la valeur ajoutée? Donc, on l'a dit, c'est la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise entre travailleurs et, pour aller vite, apporteurs de capitaux. On simplifie, hein, bien sûr. Ensuite, heu la phrase soulignée, c'était, «Face à cette nouvelle répartition des risques, il faudrait une nouvelle répartition des richesses». Eh bien, l'idée, c'était que, les profits, normalement, rémunèrent la prise de risque des apporteurs de capitaux. Le salaire, ça rémunère normalement le travail. Et mais normalement, le salaire, est plutôt fixe et c'est censé être un revenu stable, donc vous avez moins de vous ne prenez plus de risques. Les risques sont censés être pris le risque, en termes financiers est censé être pris par les apporteurs de capitaux. Or, dans la réalité, aujourd'hui, les propriétaires des entreprises font peser le risque, sur, les salariés et donc l'idée, c'était que, heu, de fait, la partie de rémunération qu'ils touchent au titre du risque, bah, en fait, devrait revenir finalement aux salariés. OK? Voilà, je vous ai mis quelques commentaires, supplémentaires que vous pourrez regarder. Alors, comment l'intéressement et la codétermination permettent-ils de répondre à cette nouvelle répartition des risques dans l'entreprise? Alors, l'idée, c'est que, bah, il y a un risque sur la profitabilité de l'entreprise en mettant en créant de la participation, en donnant de la participation. Eh bien, en fonction du niveau de profit de l'entreprise, les salariés vont toucher une partie de l'argent lié à l'activité, lié au risque que prend, l'entreprise. Donc si ça marche bien, bah, ils touchent de l'argent, si ça marche pas, bah, ils touchent rien. Voilà. Heu et pour la codétermination, bah, l'idée c'est que comme, ils prennent des risques aussi sur leur emploi et cetera, eh bien, il faudrait qu'ils soient associés aux décisions. Je vous ai déjà dit, la limite étant, c'est qu'il faudrait qu'ils aient un pouvoir de décision suffisamment important, pour pouvoir peser sur les décisions. Or, aujourd'hui, quand, la codétermination est évoquée, si vous voulez, il y a déjà une grosse résistance, du patronat français, notamment du MEDEF, pour ne serait-ce qu'introduire des syndicats, dans les conseils d'administration. C'est-à-dire, même en avoir juste un ou 2 et qu'ils aient donc, qu'ils puissent observer ce qui se passe en quelque sorte, en sachant qu'ils ont aucun poids sur les décisions. Donc déjà là, il y a des résistances. Donc vous imaginez bien, que, on est encore loin d'une situation dans laquelle on pourrait avoir des représentants salariés, qui pourraient avoir, donc un poids, équivalent par exemple à celui qu'elles ont en scope. Là, on n'y est, pas du tout, hein. Voilà. OK, voilà et donc, j'ai précisé, heu, le but c'est de les associer à la prise de décision avec tout le risque de compromission qu'il y a dedans. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et j'ai marqué: «À défaut de donner aux travailleurs collectifs». Donc les travailleurs collectifs, c'est pas des travailleurs, c'est pas une série d'individus travailleurs mis les uns à côté des autres, hein. C'est, l'intérêt général, des travailleurs représentés par des organisations qui représentent, non pas l'intérêt, je dis, de chaque travailleur individuel, hein. Chaque travailleur individuel peut avoir intérêt à bouffer son voisin, hein, les travailleurs séparés peuvent avoir intérêt à se concurrencer entre eux, hein. Par contre, les travailleurs, en tant que collectif, c'est-à-dire c'est finalement l'ensemble de la population au final, qui produit, a un intérêt, différent et donc c'est ça quand on parle de travailleurs collectifs, c'est, le travailleur collectif, ça désigne, le collectif et pas une série d'individus, c'est pas la même chose. Voilà. OK, donc le partage de la valeur ajoutée. Alors comment est-ce qu'il a évolué dans l'histoire? C'est ce que nous montre ce document. Alors en fait, ce que vous devez comprendre dans ce document, c'est que pour chaque année, si par exemple on prend, l'année, 81 là qui était un sommet, on voit que 73,5 de la valeur ajoutée va au salaire. C'est la part des salaires. Ça veut dire que comme, bah, la valeur ajoutée, elle fait 100, la différence restante ici, c'est en fait la part, dans ce calcul ici, c'est la part qui va au profit, c'est-à-dire qui va rémunérer des propriétaires. D'accord? Et donc on voit, cette répartition qui a évolué. Donc globalement, ça a été de plus en plus favorable aux salaires, dans la période qui va, on va dire de 1950 jusqu'à, 1981. Globalement,
c'était une période, on voit, où il y a beaucoup de luttes sociales, où les salariés sont mobilisés et où la part qui va au salaire augmente, considérablement. Qui plus est, dans cette période, la part qui va au salaire, la part qui va aux dirigeants reste, relativement, reste modérée, on va dire. Enfin, ça veut pas dire qu'elle est justifiée, parfaitement justifiée, mais en tout cas, elle est assez modérée. Et on voit à partir de 1981, particulièrement à partir de 83, là, le fameux tournant de la rigueur, hein, sous, Mitterrand, là, clairement, ça s'inverse. On voit que les travailleurs n'ont plus l'initiative, c'est plutôt les propriétaires qui reprennent l'initiative et qui vont récupérer une part plus importante de la valeur ajoutée. Heu, voilà, et donc on voit aussi que c'est une période où les luttes sociales diminuent, où, voilà, y compris au niveau international, hein, l'Union soviétique, ça va être le début à partir de là de la perestroïka, où ils vont, complètement libéraliser, enfin ils vont tout déstructurer, ça pose d'énormes problèmes. Je passe l'explication, mais on voit que c'est une période de recul des luttes sociales et de contre-offensive libérale. Donc en France, c'est Mitterrand qui le fait, alors c'est censé être un président socialiste et tout ça. Bon, en fait, il n'a pas du tout mené une politique, socialiste, et cetera, hein. C'est pas le Il faut faire attention aux étiquettes, hein, toujours. Donc il a plutôt mené très rapidement une politique libérale, même s'il y a eu, en 81 quelques mesures qui ont pu faire croire temporairement, qu'il y avait une politique socialiste qui allait être engagée, mais en fait c'est en trompe-l'œil. Faudrait que je vous explique le détail, mais c'est dès le départ, c'est pas très socialiste en fait, ce qui se fait. Peu importe. Heu, En Angleterre, dans les années qui ont précédé et qui vont suivre, c'est Thatcher, hein, Margaret Thatcher, qui va mener une libéralisation extraordinaire, mais très violente même. Il y a des grèves de mineurs extraordinaires, qui sont, vraiment, enfin c'est assez, faut regarder, hein, ce qui s'est passé, c'est très instructif. Faut sav J'en profite pour donner un truc, mais par exemple, elle avait anticipé, qu'ils allaient déclarer la guerre aux mineurs, en fait, qui était un secteur relativement, socialisé, en Angleterre. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait rentrer à l'avance des réserves de charbon, parce que, et ils ont provoqué les mineurs pour déclencher les grèves, en fait. Voilà, ils ont fait des provocations. Et le but, c'était de tuer toute résistance, vraiment des mineurs. Et donc, il faut comprendre qu'ils ont préparé une guerre, en quelque sorte, contre les mineurs. Et donc les mineurs sont restés en grève pendant, parfois plus d'1 an, j'ai plus les trucs, mais c'est resté très, très, très long, très dur conflit social. Sauf que les dirigeants, britanniques avaient prévu, tout un tas de trucs pour mener cette guerre et en fait tuer véritablement toute résistance des travailleurs. C'est assez intéressant si vous avez l'occasion de vous documenter là-dessus. Ça vous montre d'autres aspects, des choses qu'on ne voit pas, hein, aux journaux télévisés, de comment ça s'est passé, et comment est-ce qu'un pays qui était finalement peut-être plus avancé dans la socialisation que la France, est devenu un pays ultralibéral avec tout un tas de conséquences, dans tout un tas de domaines, hem, pas forcément, enfin plus ou moins, vous verrez, vous jugerez par vous-même après si c'est positif ou négatif, mais globalement on peut pas dire que sur cette période-là, l'Angleterre se soit surpassée par rapport à la France, par exemple, qui avait suivi une trajectoire différente pendant un certain temps. Voilà. OK. Heu, Ça, c'est en Angleterre, Thatcher, et aux États-Unis, c'est Reagan, Ronald Reagan. Donc le tournant libéral est marqué avec Reagan, dans ce pays-là, voilà. Et je vous ai dit, en fait, ça va toucher plein d'autres pays, hein, cette phase libérale, pour des raisons diverses, mais bon, il se trouve que l'histoire, à ce moment-là, tourne dans ce sens-là. Et on voit qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les, rémunérations, la part qui va aux travailleurs diminue très, très vite. Et depuis, globalement les années 90, on va dire 89, on est plutôt sur un plateau avec des variations, un petit peu à la hausse, un petit peu à la baisse, mais bon, globalement, on est sur un plateau. Alors par contre, ce qui se passe dans le même temps ici, et j'ai terminé mon commentaire de ce graphique, c'est qu'à partir justement de ces années 80, dans la part qui va aux travailleurs, il y a, je vous l'ai déjà dit, une part qui va aux dirigeants et une part qui va aux salariés, on va dire, d'exécution. Eh bien, il se trouve que la part qui va aux salariés d'exécution, elle, diminue et continue de diminuer, alors que la part qui va aux dirigeants, et notamment les grands dirigeants de grandes entreprises, elle a eu tendance à augmenter. C'est-à-dire que sous l'apparence d'une forme de stagnation, voire ici d'une petite hausse, en réalité, les salaires des gens, et c'est pour ça, ça explique un peu, hein, les mouvements gilets jaunes, etc., toute cette contestation qui est apparue, heu depuis,
les années 2010 là, bah, trouve une grosse partie de son explication ici. Ah, le non des Français aussi à l'Europe en 2005, trouve une explication, dans ces phénomènes-là, hein. Vous comprenez qu'en fait, ce qui n'apparaît pas là, c'est que à partir de cette période-là, on prépare l'entrée déjà en France, vers, l'euro, d'accord? Et donc c'est les politiques monétaires d'austérité et cetera, qui démarrent vraiment dans ces périodes-là et qui sont concomitantes, hein, de tout ce développement. Donc, pour certaines personnes, le lien entre l'Union européenne et toute cette politique, et tous ces résultats-là est évident, hein. Voilà, c'est pas forcément évident pour le commun des citoyens. Mais en fait, si vous avez creusé l'histoire et que vous faites le lien de l'ensemble, vous vous rendez compte du lien entre tous ces phénomènes-là. Voilà, bon j'ai pas mal commenté encore. Alors si on prenait l'année 2017, la part des salaires dans la valeur ajoutée, c'est, des sociétés non financières. C'est-à-dire que dans les entreprises, on va distinguer les entreprises, financières et les non financières. Donc les entreprises financières, c'est tout ce qui est assurance et banque et les entreprises non financières, les sociétés non financières, c'est tout le reste. Donc par exemple Carrefour, est là, Manéfis est là, Amadeus est ici. Ce sont des sociétés non financières. C'est donc la plupart des entreprises. La boulangerie du coin est une société non financière et cetera et cetera. OK? Donc les sociétés non financières, c'est en gros, ça veut dire l'essentiel des entreprises, hors banque et assurance. Eh bien, dans ces entreprises-là, on voit que 2 tiers à peu près de la valeur ajoutée va au salaire, en sachant que les salaires, ça inclut salaire des dirigeants et salaire des, travailleurs, plus classiques, non dirigeants. OK, ça c'était pour l'année 2017, donc vous regardez l'année 2017 est par ici et là, c'est la dernière et on a le chiffre 65,6, c'est ça. Au regard des données historiques, le partage actuel de la valeur ajoutée est-il plutôt favorable aux propriétaires ou aux salariés? Eh bien, en fait, il est plutôt aujourd'hui favorable aux propriétaires, d'accord? Alors on pourrait se dire 2 tiers qui vont aux salariés, 1 tiers aux propriétaires, ça fait quand même plus aux salariés. Mais attention, les salariés sont beaucoup plus nombreux, hein, que les propriétaires, d'accord? Donc 30 ça va à beaucoup moins de gens et si on parle en tant que personne. Tandis que là, la part 65 ça va à, la grande majorité, à, 90 de la population, d'accord? Qui se répartissent, cette partie-là. Sachant, je vous l'ai dit, que dans ces 90 vous avez une petite partie là qui est, j'exagère un peu quand je dis 90 parce que ça il faut exclure les retraités, exclure les jeunes et cetera. Donc c'est dans la population active, voilà, c'est 90 de la population active qui se répartit ces 60. Voilà et donc je vous ai dit, ça marque aussi ça masque la répartition interne en plus du salaire, dont une part grandissante va aux très hauts salaires, notamment aux salaires des dirigeants. Alors, voilà, ensuite, on devait identifier des grandes phases historiques, hein, donc les grandes phases historiques, je les redonne, mais c'était, heu voilà, vous avez, heu, un partage qui est globalement stable en hausse en fait, est stable, jusqu'en 74, en légère hausse. Vous avez ensuite une phase 74-83 où là, il y a une très forte hausse de la valeur ajoutée, jusqu'à 74, hein, c'est le plus haut historique. Alors aussi, petite note ici, on peut se dire, vous voyez dans cette période, vous voyez que la part qui va au salaire augmente et la part qui va aux propriétaires diminue. Et vous pouvez vous dire donc les profits diminuent, vu que ça, c'est la part ici, c'est la part qui va au profit. Vous pouvez vous dire les profits diminuent. Alors attention, il ne faut pas confondre la part des profits et le montant des profits. Parce que la part des profits peut diminuer alors que les profits augmentent. Pourquoi? Ben si la valeur ajoutée augmente très vite, si votre valeur ajoutée augmente de 10 et que la part que vous percevez de ces profits, elle, par exemple, baisse de 5, eh bien, en réalité, vous touchez beaucoup. Vous avez quand même vos profits. Alors, là, le calcul est, est un peu fait à l'arrache, hein, mais vos profits ont quand même augmenté de 5 d'accord? De 5 points ici. Je redis, le calcul là n'est pas exact, il faudrait le faire précisément. Mais vous voyez, sur cet exemple vite fait, vos profits peuvent augmenter alors que la part que vous en percevez augmente. Si la valeur ajoutée, elle augmente plus vite que la diminution de votre part dans les profits. D'accord? Voilà, donc c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, en 1981, les profits n'ont pas du tout diminué. Les profits ont continué d'augmenter. C'est juste leur part qui avait, considérablement, diminué. Voilà, OK?
Et puis je précise, en fait, dans les profits, c'est pareil, il faudrait distinguer, hein, de même qu'on a fait dans les salaires, il faudrait distinguer parce qu'il y a des profits qui sont, pas inintéressants, hein, la part des profits, qui peut aller au par exemple à l'État, au pouvoir public, pour payer, des écoles, des routes, des machins, bon, est-ce que c'est grave? Je sais pas, c'est peut-être, tout à fait intéressant. La part des profits qui, va, à l'amortissement et au, comment dire? Aux bénéfices mis en réserve pour que l'entreprise investisse. Bah, pourquoi pas? Ça peut être génial, ça peut être rendre nos entreprises pérennes, et cetera. Donc cette partie-là c'est pas en général pas celle-là, hein, qui est contestée et qui est l'objet de lutte, hein. La partie qui est mais dedans, il se trouve que dans le profit, c'est la partie dividende et la partie qui va aux banques, sous forme de d'inté aux enfin aux prêteurs plutôt. C'est cette partie-là qui a considérablement augmenté, particulièrement depuis cette période-là. Et là, si je pouvais la dessiner, bon, ça ressemblerait à un triangle, hein, vous verrez, qui augmente, un trapèze, mais qui est beaucoup plus gros là que ce qu'il est, à cette période-là. Et donc, les dividendes versés sont beaucoup, beaucoup plus importants. Les intérêts, versés sont beaucoup plus importants et donc parfois au détriment de l'investissement, des salaires et cetera et cetera. Voilà, c'était ça un peu, le tableau général en brossé, un peu de manière un peu rapide et à la fois trop longue. Voilà et donc dernière phase, la phase qui démarre en 83, donc en France, c'est, je redis, gouvernement Mitterrand, c'est ce qu'on appelle le tournant de la rigueur en 1983, et là, à partir de là, vous voyez que les salaires vont être vraiment comprimés. Ils ont parlé à l'époque, ils parlaient de la modération salariale, pour, pas dire qu'ils allaient, baisser les salaires. Ils parlaient de la modération, sous-entendu on va augmenter moins vite. Mais en fait, en gros, tous les gains, de productivité allaient aux les salaires n'augmentaient plus et tous les gains, nouveaux, réalisés par l'entreprise allaient, au profit et donc c'est pour ça que la part des profits a considérablement augmenté. Voilà, tout ce qui arrivait de nouveau rentrait pour le profit et donc les salaires, eux, ont plutôt eu tendance à stagner. Les salaires concrets, hein, les salaires absolus des gens ont plutôt eu tendance à stagner, dans ces périodes-là. Alors, ça s'est fait aussi de manière masquée, je me permets encore ce commentaire-là. C'est-à-dire que, par exemple, vous-même, votre salaire, la salaire individuellement des gens pouvait continuer à augmenter, d'accord? Et ça, vous avez encore le cas, par exemple, aujourd'hui dans la fonction publique, hein. Vous avez individuellement, chaque fonctionnaire voit sa rémunération continuer d'augmenter. Pour autant, la rémunération des fonctionnaires est en baisse. Pourquoi? Comment on explique ça? Eh bien, c'est lié au fait que, comme le point d'indice n'augmente plus, par exemple, eh bien, les gens qui rentrent dans la fonction publique rentrent à un niveau de salaire qui est beaucoup plus bas que celui si le point d'indice avait continué d'augmenter, normalement, qui est beaucoup plus bas, que celui, auquel sont rentrés leurs aînés, les gens avant eux, quoi. Voilà, proportionnellement au niveau de l'économie, du moment, d'accord? Et donc ça fait que au global, les salaires de la fonction publique ont baissé, alors qu'individuellement chaque, salarié a, eu l'impré ne le voit pas, quoi, d'accord? Et c'est pareil pour les salariés du privé, bah, il se trouve que comment dire? Les salaires d'entrée, d'un jeune, aujourd'hui, dans l'emploi sont en fait, inférieurs au salaire, d'entrée, à l'équivalent de ce qu'était le salaire d'entrée dans les conditions économiques de l'époque, hein, je précise, d'une personne qui serait rentrée au travail dans les années 70 par exemple. Voilà et donc ça fait qu'au global, eh bah, les salaires moyens ont bien baissé, alors qu'individuellement les gens ne s'en rendent pas compte. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair? Mais comprenez bien ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses, hein, vous pouvez pas vous fier complètement à votre expérience et il y a beaucoup de choses que vont vous expliquer, certains économistes, et voilà, qui peuvent pas, être visibles, vous ne le voyez pas vous de votre place, hein. Vous pouvez avoir des impressions, radicalement différentes de ce qu'est la réalité, quoi. Voilà. Voilà, voilà, dernière phase, hein, depuis cette période, le partage est globalement stable en France, même si je vous l'ai dit, à l'intérieur de ces partages, il continue à y avoir des sous-partages qui sont pas forcément favorables aux, travailleurs, aux salariés, classiques. En tout cas pour ce qui s'est passé ces dernières années. Document numéro 3, un exemple de conflit du travail, donc l'exemple de Samsonite. Alors là, on va faire un peu de sociaux et on va mélanger tout ça. Voilà, c'est un des exemples de lutte sociale, hein, qui a eu lieu. Donc là, vous voyez, Samsonite escroc. Ça veut dire quoi cette histoire, la Samsonite escroc? Pourquoi ils disent ça? Samsonite, c'est donc une marque qui fabrique des bagages, qui est, réputée comme étant plutôt de bonne qualité, qui était une marque, française et voilà, donc là, la photo illustre le combat des ouvrières de l'entreprise Samsonite qui a été adapté dans une pièce de théâtre et qui s'appelle On n'est pas que des valises. Alors, voyons voir ici. euh,
Avion, c'est une ville du nord de la France, et l'AFP, c'est l'agence France Presse, hein, donc c'est un extrait de journal. Enfin, c'est pas un journal, mais c'est, une publication de presse, quoi, de d'un journaliste, voilà. Ex-couturière et porte-parole CGT de la contestation chez Samsonite, Brigitte Petit avait 10 ans lorsqu'elle a participé à sa première manifestation à Rouvroy pour soutenir son père, ancien mineur, se souvient-elle. Ok. Donc, ancienne couturière, c'était son métier. Elle était porte-parole CGT. CGT, c'est un syndicat, la Confédération Générale du Travail. C'est le syndicat le plus ancien en France et c'est le principal syndicat qui côtoie, enfin, il se tire la bourre avec la CFDT, Confédération Française Démocratique du Travail. Alors, le mot démocratique ne veut pas dire que c'est plus démocratique que les autres et que les autres sont pas démocratiques, hein, c'est pas du tout ça, voilà, je vais pas vous rentrer, c'est une histoire de guerre froide, hein, pour aller vite. Donc, la CFDT était plutôt un syndicat plutôt, anti-soviétique, anti, heu, au sens marxiste et tandis que la CGT était à l'époque plutôt liée, heu, au, hem, au mouvement plutôt socialiste au sens marxiste, c'est-à-dire au mouvement communiste, international et cetera. Sans que ce soit, directement, comment dire? C'est pas le parti communiste du tout, hein, c'est vraiment des organisations séparées, mais il y avait des liens importants dans toutes ces années-là de lutte et voilà et donc comme je vous ai dit, hein, la France est une des championnes, hein, de l'anticommunisme et donc il y a même des syndicats qui ont donc été financés et créés pour scinder, pour faire de ou pour lutter contre la CGT. C'est assez, étonnant à savoir. C'est des choses qu'on ne connaît pas, souvent, mais c'est assez étonnant de voir comment les luttes, politiques peuvent se retrouver à différents niveaux. Voilà, alors la CGT donc était, un syndicat plutôt de lutte de classe, de lutte de classe. Alors, enfin, à relativiser, hein, mais alors Brigitte Petit, elle avait 10 ans, quand elle a participé à sa première manifestation. Donc en fait, vous voyez, socialisation primaire, dès son plus jeune âge, elle est, mobilisée, elle est impliquée dans des luttes, sociales, heu, avec son père. Ensuite, on continue. Adhérente du Parti communiste, donc vous voyez, il y a un lien d'implication, chez elle. Elle a mis en cohérence tout son parcours, toutes ses luttes, OK. Donc adhérente du Parti communiste, comme l'étaient ses parents, socialisation primaire à nouveau, on voit. Elle s'encarte à la CGT dès le début de sa carrière de couturière à 15 ans. 15 ans, c'est-à-dire à votre âge, hein, même un peu plus que votre âge, hein. Vous imaginez, vous êtes déjà concerné par les luttes sociales, déjà vous syndiquez, etc. Donc vous imaginez, je ne sais pas, je trouve ça assez étonnant. Je repense à Ambroise Croizat qui, lui, a été syndiqué à l'âge de 13 ans, hein, le ministre dont je vous ai parlé, et qui est rentré à l'usine à l'âge de 13 ans. Voilà, et donc il s'est retrouvé dans un milieu d'adultes très vite, à comprendre des tas de choses, très vite, à vivre, une vie particulière, très, très vite, voilà et ça leur a donné, alors je me permets de le dire sans que ce soit une agression pour vous, mais une forme de maturité, considérable et qui, malheureusement, comment dire? La vision que l'on a du monde quand on est pendant des années, hein, je l'ai vécu moi-même, hein, j'ai fait pas mal d'études aussi et tout, donc je suis resté, en dehors de tout ça pendant longtemps. Mais vous voyez bien que quand vous êtes dans le cadre en tant que lycéen, bah, vous êtes un petit peu sorti, de toutes ces luttes-là. Vous êtes dans un monde un petit peu une sorte de monde de rêve, hein. On n'a pas à se soucier de notre, de la nourriture, on n'a pas trop à se soucier du logement, on n'a pas trop à se soucier de plein de problématiques et voilà, on se soucie, je sais pas, de la dernière application, la dernière vidéo YouTube, surtout maintenant, c'est un petit peu ça. Et donc on est un petit peu déconnecté de pas mal de choses et on peut ne pas du tout comprendre, quand, certaines personnes protestent, s'énervent, font des trucs, on peut être complètement, extérieur à ça et ne pas saisir. Alors que, bah, si vous aviez eu, 16 ans et que vous aviez été contraint d'abandonner parce que, enfin de vous retrouver, à l'usine, bah, vous auriez été directement impliqué, ça vous aurait, complètement, changé votre manière de voir le monde, de le comprendre et de vous y investir. Donc c'est le cas pour cette personne-là, Brigitte Petit. Alors continuons. Son travail dans l'usine de valises, Brigitte Petit l'adorait, fière de sortir de la qualité. Donc vous voyez, c'est une salariée, mais qui adorait son travail et qui était fière de son travail, fière de la qualité de son travail. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, hein. Il y a beaucoup de travailleurs qui font des métiers qu'on pourrait de l'extérieur juger de manière assez, on n'a pas, ça ne nous fait pas rêver, hein, du tout. Puis j'ai envie de dire que la manière dont on vous fait travailler à l'école n'est pas tellement faite pour vous faire aimer le travail, hein, au contraire. En général, vous avez plutôt un a priori très négatif vis-à-vis du travail, ce qui est un peu dommage, mais c'est la manière dont est organisée l'école qui crée ça, hein, donc c'est vraiment un problème. Hem, Bah, elle non, donc elle dit bien, elle aimait son travail, elle aimait la qualité de ce qu'elle faisait et on suppose aussi, et bah, c'est la suite,
Elle évoquait aussi la super ambiance entre les ouvriers, mais aussi avec la direction, celle du début, qui aimait notre travail et qui nous le disait. Donc vous voyez qu'il y a aussi tout le côté lien social qui apparaît, tout le côté voilà, d'amitié, qui peut se développer autour. Et on voit là qu'elle a beau être à la CGT, au Parti communiste, ça ne l'empêche pas du tout d'avoir des bonnes relations avec une direction, d'accord, avec un patron, hein, qui, notamment à cette époque-là, respecte le travail et les travailleurs. D'accord. Donc, vous voyez que c'est pas, on n'est pas dans un monde manichéen. Manichéen, ça veut dire soit tout blanc, soit tout noir, voilà. Il y a plein de nuances. Alors, on continue. Elle était le bras droit de René Pontieux, délégué du personnel CGT et chef de file de la mobilisation. Mobilisation, pourquoi? On a commencé à lutter ensemble en janvier 2007, quand en comité d'entreprise, ça je vais pas expliquer, c'est pas grave, comité d'entreprise c'est un, ouais, j'explique pas, on laisse tomber le comité d'entreprise, c'est un truc utile, mais ça a été remplacé aujourd'hui par un autre organisme, je détaille pas. Donc en janvier 2007, quand en comité d'entreprise, la direction a annoncé qu'elle ne pouvait plus payer les salaires. On leur a dit: «Allez le dire vous-même aux ouvriers». Ni une ni deux, les gars ont mis des palettes dans les bennes et ils les ont brûlées et ils ont dit: «On ne bouge plus de là». Ça veut dire qu'ils ont occupé l'usine, hein, c'est ça que ça veut dire. Et donc ils ont mis des palettes pour dire: «Il y a c'est l'incendie social», si vous voulez, c'est pour symboliser la colère, symboliser ça brûle, il y a quelque chose qui va pas. C'est un peu comme quand les gens ont mis le gilet jaune, hein. C'était un symbole d'accident. Normalement, le gilet jaune, vous mettez ça quand il y a un risque, quand il y a un danger, quand il y a un accident et que vous avez besoin d'être vu. Ben là, c'est pareil, le coup de la palette qu'on met à brûler ou des pneus que les grévistes des fois mettent à brûler, ça peut nous choquer en termes écologiques, mais en fait c'est quand même, faut comprendre qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer, c'est ça, il y a le feu, quoi. Ils sont en train de dire: «Attention, il y a un problème, heu regardez ce qui se passe, venez vous nous aider» et cetera, et cetera. OK, venez nous aider à éteindre l'incendie et cetera, c'est ça, c'est un symbole, hein. Alors, jour et nuit, pendant 6 mois, l'usine a été occupée. Donc vous imaginez, hein, au lieu de de faire leurs loisirs et cetera, paf, ils vont jour et nuit occuper l'usine. Pourquoi la nuit? Pourquoi pas, que pendant les heures de boulot? Ouais, parce que, la nuit, il peut se passer des trucs, hein, il y a eu pas mal de cas d'employeurs qui embauchaient des sociétés extérieures pour venir déménager pendant la nuit toutes les machines, d'une usine, de manière à ce que les salariés arrivent le lendemain et se retrouvent avec, l'usine vidée. Et donc à ce moment-là, les salariés sont bien embêtés parce que leur pouvoir de pression consiste à pouvoir bloquer l'outil de travail. Si vous faites grève, mais que, vous ne bloquez pas du tout l'outil de travail, votre grève n'a aucun, pouvoir, aucun poids, hein. Et le grand jeu de pas mal de réformes, ces dernières années a été de faire en sorte que justement, les, travailleurs ne puissent pas bloquer l'outil de travail. D'accord? Donc par exemple dans les grèves au niveau des lycées, ou des écoles, Sarkozy avait eu cette petite phrase qui était passée anodine, c'est qu'il pouvait y avoir une grève en France, dans les écoles, on ne s'en apercevrait plus parce qu'ils avaient instauré un système dans lequel les gardes étaient assurés et cetera, enfin les enfants pouvaient toujours aller à l'école. Alors qu'avant, le principe de la grève au niveau d'une école, c'était que justement les enfants n'étaient même plus accueillis. C'est-à-dire qu'on bloquait l'outil de travail, d'accord? Et ça créait une tension dans toute la société, et le but était de mobiliser l'ensemble de la société pour, faire entendre, une revendication notamment de l'éducation, nationale, par exemple, pour prendre cet exemple. Et donc avec les lois qui ont été passées, et ben, vous ne pouvez plus empêcher les enfants, bloquer l'outil de travail. Et donc en fait, finalement, vous pouvez faire grève, c'est bien, donc faites grève, on vous laisse parler dans votre coin, on attend que vous reveniez une fois que vous avez plus de salaire. Et comme ça, vous voyez, ça affaiblit le pouvoir de la grève. Alors là, en l'occurrence, ils ont bien occupé l'usine, jour et nuit pendant 6 mois. Et pour finir, nous, pour défendre nos droits, nous sommes allés jusqu'à New York. On a manifesté sur la 5e avenue contre Bain Capital, l'actionnaire de Samsonite à l'époque, et on a assigné son fondateur, Mitt Romney. Alors Mitt Romney est devenu célèbre parce qu'il a été, il a intégré un peu plus tard une des administrations d'un des présidents, voilà. Heu, voilà, OK, donc vous voyez, bon là, un exemple de lutte, un conflit du travail, exemple de Samsonite, voilà, bon je passe le détail. Vous avez, regardez la petite vidéo sur Scopti là qui est en fin de dossier pour, voir un autre exemple de, conflit du travail avec, un groupe de travailleurs qui de fait se sont mis en SCOP, ont réussi à récupérer leur outil de travail, mais vous verrez, tous ces aspects-là aussi pas mal illustrés. Et vous vous souvenez peut-être, des exemples dont je vous ai parlé avec, soit le cas Air France, soit le cas des Continental avec, Xavier Mathieu que vous aviez vu en témoignage. Vous aviez peut-être pas tout compris, son témoignage et cetera, mais il faut comprendre que, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent ça,
mais qui se sentent particulièrement isolés parce qu'ils se retrouvent dans des situations où ils doivent parler à des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils vivent, la détresse dans laquelle ils se retrouvent et la justesse parfois de leur, combat. Et ils se retrouvent face à des personnes qui, vivent quelque chose de radicalement différent et qui sont donc incapables de comprendre, et donc ça génère pas mal de souffrance et ça explique, qu'ils ont été amenés souvent à faire des actions très, visibles, très étonnantes comme eux là, par exemple, être obligés d'aller jusqu'à New York, faire une manifestation, pour qu'on parle d'eux quoi, pour qu'on s'occupe d'eux et qu'on règle leurs problèmes parce qu'il y a voilà. OK. Voilà, donc là on a vu, la socialisation primaire est très importante, donc elle est issue d'une famille militante, donc on lui a transmis des normes, des valeurs, une culture militante. Ça se retrouve dans son positionnement politique. Alors c'est important parce qu'on a un chapitre où on essaiera de voir, d'expliquer comment les gens votent et pourquoi ils votent comme ça. Et donc une des explications, on verra, elle vient de la socialisation primaire des gens. Donc là, c'est relié à ce chapitre que l'on fera sur l'explication du vote, des personnes. Enfin, montrer que l'entreprise a pu être une source d'épanouissement, on voit qu'elle a créé des liens, sociaux très forts, qu'elle était fière de son travail, de la qualité des produits. Elle était, contente de travailler chez Samsonite, hein. Je reprends cet exemple si je ne l'ai pas déjà pris, mais, très souvent de l'extérieur, les gens pensent par exemple que les éboueurs, c'est un métier, détestable. Or, il se trouve que les éboueurs sont extrêmement fiers de leur métier souvent, ils aiment leur métier. Pourquoi? Parce qu'ils y ont aussi des amis et cetera. C'est un métier dont les conditions de travail finalement, sont dures, mais peuvent convenir quand même. On peut prendre plaisir à faire des choses qui ne sont pas forcément, faciles, hein. Voilà, il ne faut pas forcément être sur une chaise longue avec un cocktail pour, prendre du plaisir. On peut prendre du plaisir à faire des activités qui nécessitent un effort, hein. Peut-être que, vous avez des fois, fait, un exercice, dans une matière, c'était un effort qu'on vous a demandé, puis finalement vous étiez très fier de votre du résultat. Ça vous est peut-être arrivé et donc vous avez ressenti ça, hein, pas besoin d'aller très, très loin pour le vivre ou un exposé ou je sais pas, quelque chose, ça a dû vous arriver à un moment ou un autre. Vous avez fait un truc, un travail et vous étiez fier de ce que vous avez fait. C'est ça. Et notamment pour les éboueurs, ils savent, en connaissant l'utilité sociale de ce qu'ils font, c'est un des facteurs de satisfaction. Il y a aussi, je le redis, les liens sociaux avec les collègues de travail, sont assez forts, et voilà. Donc c'est contraire de ce qu'on pense de l'extérieur, c'est une profession où les gens sont fiers de ce qu'ils font. À l'inverse, il y a des métiers, qui ont l'air ultra valorisés et pour autant, quand on leur demande, ce qu'ils en pensent, les gens vous disent: «Beh, moi ce que je fais, c'est un bullshit job. Je suis absolument pas fier du boulot que je fais, même si pour autant ça me donne une certaine place dans la société», voilà, on peut prendre, je sais pas, vous êtes un avocat fiscaliste, hein, ça vous donne une très grande place dans la société, mais peut-être vous êtes pas du tout fier et même très déçu de ce que vous faites comme travail au quotidien, d'accord? Qui consiste à faire en sorte que les gens ne payent moins d'impôts et donc participent moins à l'effort collectif, par exemple, si on considère que l'impôt sert à quand même en partie, utile à l'effort collectif, par exemple, pour financer les écoles, pour financer les routes, pour financer, les hôpitaux et cetera. OK, donc les ouvrières, ici veulent défendre leur emploi et leur entreprise. Alors ça, c'est particulier parce que souvent on se dit: heu qui, défend l'entreprise? C'est le propriétaire de l'entreprise, il va défendre l'entreprise, voyons. Et en fait, là, non, pas du tout. Là, on voit que le propriétaire, lui, heu, il a d'autres projets et lui, il est en train de détruire, l'entreprise telle qu'ils l'ont connue, eux. Et donc qui défend l'entreprise et qui défend l'emploi ici? Eh ben, ce sont les, salariés. Voilà, donc c'est assez particulier, hein. Si vous faites attention, ça revient à une des questions qu'on avait au tout début, là, je vais la réafficher. Tac. Ici, voilà, vous aviez dans les questions, alors déjà, est-ce que les désaccords entre syndicats et direction nuisent à la bonne santé des entreprises? Bah, là, vous voyez que alors on pourrait dire oui, d'un certain point de vue, mais on peut se rendre compte aussi que là, les syndicats, dans leur lutte, travaillent à la bonne santé de l'entreprise. D'accord? Donc au contraire, ça peut être, vous voyez que le désaccord parfois, peut, être en vue justement d'améliorer la bonne santé, de l'entreprise. Voilà, heu, je crois que c'est tout ce qu'il y avait. Oui, c'est le chef d'entreprise qui sait ce qui est bon pour l'entreprise. Bah, là, vous voyez que là, c'est discutable, hein, parce que peut-être les salariés, savent aussi ce qui est bon pour l'entreprise là, pour le coup et le chef d'entreprise peut-être lui, a d'autres objectifs. Donc ce qui est bon pour lui n'est peut-être pas bon pour le reste des parties prenantes de l'entreprise. OK? Heu, OK.
Alors on repart, page 29 et on a fini, on a fini. Voilà, donc ils défendent leur emploi, leur entreprise. La grève comme outil de lutte, c'est qu'un moyen, il y a plein d'autres moyens, on n'est pas obligé. On peut aussi manifester, on peut faire des pétitions, on peut, voilà, il y a plein de moyens de lutte. La grève n'étant qu'un moyen très visible et très, vraiment quand on est arrivé à bout, normalement. Comment expliquer la forte mobilisation des ouvriers de l'entreprise? Et ben, en fait, on peut justement comprendre que la forte mobilisation, c'est à la fois l'enjeu, hein, leur emploi, l'existence de l'entreprise pour leurs enfants, par exemple aussi, pour, toute la région, d'accord? Qui va être impacté, hein, parce que s'ils sont au chômage, bah, ils vont plus pouvoir consommer pareil. Ça veut dire que le petit buraliste du coin, la boulangerie du coin va faire moins d'argent, et cetera. Donc ça va avoir des conséquences pour plein de gens. Et on peut aussi voir qu'il y a un sentiment d'injustice, hein, parce que c'est elles qui font vivre cette entreprise depuis des années. Puis donc tout ce qu'elles ont produit comme richesse, c'est utilisé par une autre personne contre elles. Et donc vous comprenez la violence, hein, vous avez produit, vous avez enrichi quelqu'un et cette personne, l'argent que vous lui avez donné, bah, elle s'en sert contre vous. C'est quand même, ça fait quand même mal. Qui plus est, elles étaient visiblement très satisfaites, très heureuses dans leur, travail, très fières de leur entreprise et donc vous comprenez la charge émotionnelle, quand, vous êtes très fiers de tout ça et qu'on vous, on supprime quelque chose, auquel vous teniez, beaucoup. Voilà, dernier document, celui-là il va être très rapide. Alors le but c'est d'illustrer, est-ce que le fait qu'il y ait des conflits, c'est forcément, synonyme qu'il y a, enfin, c'est forcément très grave. Alors, voyons voir. Déjà, on va voir, là, vous avez les entreprises classées par taille, donc des plus petites aux plus grosses, d'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? Dans quelles entreprises est-ce qu'il y a des négociations collectives? Et bien, on voit que plus une entreprise est grosse, plus il y a de négociations collectives. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des sauts aussi? Là, par exemple, à 50, on passe de 7 à 34. Bon, c'est lié au fait que à partir de 50 salariés, il y a des seuils et à partir de là, vous êtes obligé d'avoir des représentants du personnel et comme vous avez des représentants du personnel, forcément, et vous commencez à faire beaucoup plus de négociations, collectives, c'est logique. Voilà, donc on voit que plus, les entreprises sont grandes, plus il y a de négociations collectives. Ensuite, par des négociations qui ont amené à la signature d'un accord. Ça veut dire que, vous voyez, il y a beau avoir conflit, est-ce qu'ils arrivent à se mettre d'accord? Et bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est que pareil, c'est dans les entreprises finalement où il y a les petites entreprises où il y a finalement moins de négociations, où il y a le moins d il y a des accords, mais il y a le moins d'accords aussi, c'est là où il y a le moins d'accords. Alors que par contre, dans des grandes entreprises, où il y a beaucoup plus, on verra, de conflits sociaux justement, et ben c'est là où finalement il y a le plus aussi d'accords qui sont signés, et donc le plus de coopération quelque part aussi. On arrive à le mieux organiser la coopération. Et donc vous voyez un truc bizarre, c'est que le conflit finalement s'oppose pas à la performance, parfois des entreprises et pas totalement. Ça ne veut pas dire que, ça a pas un effet négatif les conflits, mais vous allez voir que, c'est pas parce qu'on prend en compte, dans des conflits, bah, l'intérêt, des différentes parties prenantes que l'entreprise elle est moins, efficace. Alors on se rappelle notamment que, vous vous souvenez que c'est les grandes entreprises, hein, donc celles de les ETI et les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, qui sont celles qui font le plus de valeur ajoutée, qui emploient le plus de monde, qui font le plus d'exports, c'est les plus performantes, hein, dans le pays. Et on voit que c'est aussi celles où il y a le plus de négociations et c'est aussi celles où il y a le plus de conflits du travail. D'accord? Et ça les empêche pas d'être les plus performantes. OK? Donc c'est aussi dans ce genre d'entreprise que l'emploi est souvent le mieux protégé et souvent vous pouvez ne faire un conflit que si vous savez que vous êtes protégé. Tandis que dans une petite entreprise, si vous lancez un conflit, ça veut dire que c'est fini, d'accord? C'est fini, très il y a de peu de chances que, vous vous rabibochiez derrière et que, vous puissiez continuer. Voilà et donc par contre dans une grande entreprise, si vous avez un conflit avec votre employeur, vous restez dans la grande entreprise et pas de souci. OK? Voilà. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles des grandes entreprises ont eu tendance à scinder, à externaliser vers des petites entreprises, parce que dans les petites entreprises, justement, ils pouvaient maîtriser plus facilement les salariés que dans les grosses, structures. C'est fait partie des explications, même si là, c'est dit un peu de manière un peu trop directe, un peu trop, sans nuance. Voilà, voilà. Eh bien, comme ça, vous avez, l'essentiel des éléments. Donc je passe la phrase, hein, vous pouvez la renoter, la relire tranquillement, la phrase avec les données, mais apprenez à bien les faire, hein, toujours. Quelle influence la taille de l'entreprise a-t-elle sur le recours aux négociations? On a vu que plus l'entreprise est grande, plus le recours aux négociations est important et plus le recours à la grève croît. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de grèves aussi? Beh, justement, comme il y a des négociations collectives, un moyen de peser sur la négociation collective peut être
de déclencher une grève, soit pour contraindre à ce qu'il y ait des négociations, ça peut être ça aussi, très souvent c'est juste pour qu'il y ait des discussions et si jamais, il y a des discussions, ça peut être aussi parce qu'il y a pas d'accord et donc pour contraindre, ou pour améliorer l'accord. Voilà, on peut déclencher une grève pour dire: «Non, là, vous exagérez vraiment» et voilà. Alors la grève, ça peut être aussi, par exemple, il y a beaucoup de grèves à la SNCF, ça c'est assez peu connu. La SNCF est souvent très, très mal vue au niveau des grèves, alors que pour autant le combat des salariés de la SNCF est vraiment, intéressant quand, vous allez, creuser un petit peu ce qui se passe et notamment, il y a eu pas mal de grèves qui avaient pour motif, que, les salariés donc refusaient la privatisation de l'entreprise, hein, et voulaient que l'entreprise investisse une partie des bénéfices plutôt que de verser des dividendes. C'est-à-dire qu'ils voulaient qu'ils entretiennent le réseau, qu'ils développent des lignes et cetera. Donc vous voyez que c'est absolument pas ils étaient pas en train de se dire, «Vous allez nous augmenter nos salaires et faire en sorte qu'on travaille moins et qu'on puisse faire les feignants» et cetera. C'était pas du tout ça, les enjeux de grève étaient le développement de lignes, le développement de la qualité du service, le développement des investissements, contre les dividendes. Voilà, donc c'est, assez peu connu. Et souvent, on a une présentation très négative, hein, des grèves, SNCF, par exemple, ou les grèves Air France ou autres et pour autant, en fait, beaucoup de ces grèves-là, avaient pour but d'améliorer l'outil de travail et donc d'améliorer le service public notamment, auprès de la pour les usagers, d'accord? Et pour autant, bah, on a fait en sorte de retourner les usagers contre ces travailleurs-là qui font des grèves qui pourtant étaient plutôt, souvent d'intérêt, général au final. OK. Voilà et donc la négociation collective, comment les chiffres de la dernière ligne, permettent d'expliquer ces résultats en apparence paradoxaux? Et beh, ce qui est paradoxal, c'est que, hem, je le réexplique, hein, les négociations collectives comme recours, à la grève, heu, comme le recours à la grève sont des actions collectives. Pardon, les négociations collectives et le recours à la grève sont tous les 2 des actions collectives qui doivent être organisées et donc, pour s'organiser, il faut qu'il y ait notamment des délégués syndicaux, par exemple, ou des syndicats, hein, parce qu'on ne s'auto-organise pas comme ça de manière, à l'arrache, hein. D'ailleurs, essayer de créer, comme ça, d'arriver et d'aller faire le tour des classes pour, mobiliser les gens en n'ayant, aucune organisation, vous allez voir, vous allez rien faire du tout. En tant qu'individu isolé, on ne fait rien. Il faut des organisations pour, créer des mouvements, collectifs. C'est quand même, en tout cas, si vous voulez que ça dure dans le temps et que ça ait une direction, que ça ait des objectifs, précis et cetera, il faut il faut une certaine forme d'organisation. Heu, donc la présence de délégués syndicaux et puis généralement d'instances représentatives des salariés, donc ça peut être les syndicats, mais ça peut être d'autres choses comme, les CHSCT, comités d'entreprise, alors ça a changé de nom maintenant, mais, ce genre de choses-là permet de s'organiser. Et ça permet donc d'exprimer des revendications, de négocier avec la direction des entreprises. Voilà. Le recours à la grève, c'est un des moyens de pression, c'est pas le seul, hein, loin de là, hein, c'est un des moyens qu'ont les travailleurs, à défaut d'être présents dans les instances, hein, de décision. Donc ils sont contraints d'avoir recours à d'autres formes pour se faire entendre. Donc la grève en est un. Et c'est une modalité d'action en cas d'échec des négociations ou alors quand la direction refuse les négociations, ce qui arrive souvent, hein, voilà, donc pour contraindre à ce qu'il y ait des négociations sur un thème, tac, ça peut être un recours. Les conflits du travail sont donc institutionnalisés, c'est-à-dire qu'ils sont régulés, il y a les règles pour les encadrer, pour les faire fonctionner. Voilà, je vous laisse avec les définitions. Le petit faire le point pour terminer. Je vous laisse lire tout ça tranquillement, vous pouvez mettre la pause et je vous dis donc à bientôt pour la dernière partie de ce dossier.